D'ailleurs, sur le staking, tu as eu des insights qui ont pu te choquer quand tu as fait tes dashboards? Un truc que je trouve fou, c'est Coinbase qui a dépensé beaucoup de fees sur Ethereum pour en fait avoir staké que par 32 par adresse, plutôt que d'utiliser une seule adresse. Et en fait, ils ont dépensé plus de 1000 Ethereum juste en frais. Mais ça va à quoi d'avoir plusieurs dépôts d'adresses? Pour se cacher. Sauf que Comme tout partait de Coinbase sur une des adresses, tu disais mais... Et en fait, exactement, en fait, ils fondaient ça d'autres wallets qui étaient clairement Coinbase, qui étaient connus comme étant Coinbase. Eh bien bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Insert Coin, aujourd'hui avec Hildebert. Bonjour, merci de m'accueillir. Une émission où on parle de jeux vidéo et de blockchain avec quelqu'un de l'industrie de la blockchain. Aujourd'hui, on va jouer à Prince of Persia The Lost Crown. Je sais pas trop comment te présenter en fait. Est-ce qu'on parle de ton expérience en tant que data scientist d'abord? Tu fais un nom avec des dashboards sur Dune Analytics. Ouais. Puisque sur la blockchain, en fait, comme tout est public, on peut tout voir dans la chaîne. C'est important d'avoir des gens qui mettent cette donnée en perspective. Et maintenant, tu travailles chez Dragonfly Capital. Donc peut-être que tu peux nous présenter un peu ce qu'est Dragonfly. Alors Dragonfly a un venture capital qui est mi-américain, mi-basé aussi à Singapour, Hong Kong. Donc on fait un peu cet alliage entre les deux marchés qui sont assez différents. Et moi je suis data scientist, donc je vais déjà publier en public goods des dashboards de façon à essayer de faire de la data quelque chose qui est compréhensible. Et je vais aussi aider nos partenaires au sein de la société, pour que ce soit de la due diligence ou tous ceux dont ils peuvent avoir besoin de mon aide. J'ai commencé en anonyme, en publiant sur Dune Analytics. Et même encore avant, j'ai été introduit à tout cet écosystème de la blockchain via Kaiko, chez qui j'avais fait un stage en 2019. Bah alors allons-y, regardons la Prince of Persia et ce qu'il y a de caché ou de public là-dedans. On va parler un peu de la série Prince of Persia aussi. C'est un peu nostalgique, je trouve, comme jeu de jouer à ça, alors que ça fait des années qu'il n'y en a pas eu. Attendez, il faut qu'on lise. Est-ce que précaution... Non, je pensais que c'était les précautions par rapport à Ubisoft. Alors vous n'êtes pas censé posséder vos jeux. Ubisoft a récemment un peu défrayé la chronique puisque je crois que c'était un VP of Product d'Ubisoft, enfin quelqu'un d'assez haut dans la hiérarchie d'Ubisoft qui a déclaré dans une interview où il faut que les joueurs commencent à s'habituer à ne plus posséder leurs jeux. On va aller de plus en plus vers mais oui, j'ai vu ça, oui. Ah oui, ouais. Langue des dialogues, qu'est-ce que tu préfères? Anglais me va. A priori, tout est doublé, à mon avis. Regarde, il y a quoi comme langue? C'est doublé en perse aussi. Tu veux qu'on mette en perse? Ouais, vas-y, mets-le en perse. Ok, bah on peut commencer la partie. Mon premier jeu en 1989, un studio américain. Une adaptation sur une vingtaine de plateformes de ce jeu de 1989, y compris sur NES et Super NES. Donc il y a eu plein de versions plus ou moins jolies, plus ou moins fluides. Mais un jeu qui a marqué sa génération puisque il est hyper complet, c'est un beau platformer dans un univers, comment on pourrait dire, persan, féerique, désertique. Il y a eu peu de jeux qui ont été faits dans un univers similaire. Donc une nouvelle aventure dans un nouveau contexte, ça a bien pris. Et le méchant vizir s'appelait Jafar. Il voulait forcer la princesse à l'épouser. Il avait mis le prince en prison. Et donc le jeu commençait en étant le prince. Tu te lances et tu vas chercher la princesse. T'as joué auquel toi de Prince of Persia? Alors je saurais plus te dire, ça remonte il y a un petit bout de temps. Donc je saurais plus te dire, sûrement Sand of Time, quelque chose. Sand of Time, attends, je regarde la liste des jeux de Prince of Persia. Il me semble que ce soit quelque chose comme ça, mais alors. Les Sables du Temps, ouais. 2003. Ouais, ça. Pour moi, c'est celui qui me vient en tête. Donc ouais, je pense que c'était super. Et est-ce que tu sais pourquoi il y a eu cette pause et d'un coup ce reboot des années plus tard? Alors, est-ce que tu sais le contexte un petit peu? Pour tout l'historique de Prince of Persia, on a commencé à faire un autre jeu en 93, de Shadow and the Flame sur Super NES. Ouais. 93, donc la gros succès puisque ça surfait sur la sortie de Aladdin de Disney, en l'année juste avant. Et peu sérieusement à cette sortie, ils ont fait un choix assez ambitieux de se dire qu'ils allaient modifier le jeu pour faire un jeu en 3D, Prince of Persia 3D qui est sorti 6 ans plus tard, en 99. Et là, le jeu a connu pas mal
pas mal d'errements dans son développement, puisque on passe d'une technologie en 2D à une technologie en 3D, donc, et c'est en plus les périodes où on commence à peine à faire ces jeux en 3D. Quoi. Ouais. Donc pas mal de challenges à relever, des difficultés financières pour Borderlands à ce moment-là, malgré les succès des jeux précédents. L'arrivée d'un nouveau partenaire qui est Red Orb Entertainment au capital, qui a essayé de relancer le jeu, puis un rachat par Mattel qui a été très compliqué avant la sortie du jeu, Prince of Persia 3D, qui a eu un petit succès, mais pas autant qu'escompté. Et le jeu a ensuite été, enfin, la licence a ensuite été acquise par Ubisoft. Donc là, on passe en ère Ubisoft en 2001, avec les Sables du Temps qui sortent en 2003, donc elle est à jouer. Et ensuite une production d'Ubisoft qui a été menée à marche forcée, mais avec du succès, puisque en 2004, ils sortent le deuxième jeu de la trilogie des Sables du Temps, qui était L'âme du guerrier, en 2004. Puis en 2005, Les Deux Royaumes, donc une trilogie qui sort sur 2003, 2004, 2005, bien enchaînée côté Ubisoft. S'ensuit un petit hiatus de 3 ans avec un reboot. Wow. Ouais. Ok, petit hiatus de 3 ans avec un reboot en 2008. Le reboot en 2008 s'appelle Prince of Persia, tout simplement. Et des décors un peu en cel shading et avec un nouveau style. Donc quand tu arrives au bout d'une trilogie, au niveau de l'histoire, au niveau des graphismes et tout, c'est assez commun de se dire ok, on retente quelque chose, on passe à un nouveau format pour engager un peu la fanbase et faire arriver des nouveaux joueurs. Parce que quand tu vois le 2 et tu te dis ah j'ai pas joué au 1, est-ce que je vais jouer au 2 et tout. C'est pas forcément facile d'activer les gens comme ça. Qui sortent le reboot en 2008, pas non plus de grosses performances. Et à ce moment-là, en fait, Ubisoft commence à être un peu occupé avec une autre série qui se passe aussi dans le désert, qui est aussi un jeu d'action, qui est Assassin's Creed. Ah oui, ok. Donc il y a eu, je pense, j'ai pas l'explication de pourquoi il y a eu un hiatus aussi long entre le dernier Prince of Persia et celui-ci, mais on peut potentiellement considérer que le succès d'Assassin's Creed a un peu poussé Ubisoft à mettre, probablement poussé Ubisoft à mettre des ressources sur le développement d'Assassin's Creed plutôt que ça. Bien sûr. 2010, il y a un autre Prince of Persia qui sort, qui est le dernier avant celui-là, donc l'avant-dernier, qui est Prince of Persia les Sables oubliés, qui reprend la série des Sables du Temps. Donc ils ont dit on va faire une trilogie, mais en fait on fait une dernière partie à cette trilogie en 2010, puisqu'il y avait le film Prince of Persia qui sortait au même moment. Film que j'ai jamais vu. Tu l'as vu toi? Non, j'ai jamais vu justement, mais il me semble pas qu'il ait marqué non plus. Non, pas ouf, avec le prince d'Astan, joué par Jake Gyllenhaal à l'époque. Je sais pas si des gens d'Air France nous écoutent et veulent le mettre dans la sélection des films. J'aurais plaisir à le voir dans la sélection. Un film Disney. Alors, sachant que la licence avait été achetée à Mattel par Ubisoft en 2001. Voilà, on est passé sur une production Disney pour la partie cinématographique. Et le film n'a pas eu un gros succès non plus. Il me semble qu'il n'y a pas eu de suite à Prince of Persia, le film. Non, ça me dit rien. Il y a eu un petit Prince of Persia en 2014, 16, 17, tout ça. Il y a eu des versions sur Nintendo DS, des reboots sur Android, aussi des éditions précédentes. En fait, Prince of Persia, c'est une trentaine de jeux sur plein de plateformes différentes, avec plein de versions différentes. Souvent des reboots, souvent des adaptations avec peut-être des meilleurs graphismes, parfois des remakes sur d'autres plateformes aussi. Et là on est avec un tout nouveau jeu, avec un nouveau système, puisque on se rapproche des Metroidvania. Tu vois ce style de jeu? Ouais. Alors, en fait, apparemment l'univers est assez libre. Donc là je pense que tu as un menu un premier niveau un peu tuto. Mais ensuite tu vas avoir l'occasion de passer d'un univers à l'autre, d'un level à l'autre, avec une exploration des niveaux qui va se faire avec les capacités de ton personnage qui vont évoluer, quoi. Ok, et alors attends, si tu parles d'une trentaine de jeux, mais si on exclut tout ce qui est reboot, etc., combien est-ce qu'il y a de jeux dans la canonique à la série? Alors on a le 1 et le 2 qui sont les jeux de Borderlands original, on a le 3D qui est la suite version 3D toujours de la série originale. Ouais. On a ensuite les 3 jeux qui ont été faits par Ubisoft, plus le petit quatrième sur le tard qui est sorti. Et on a la version cel shading qui a été un petit standalone, plus celui-là. Donc au total,
3 plus 3 plus 1 plus 1 plus 1, on est à 9 jeux Prince of Persia. Ok. Avec des petites versions aussi sur des consoles portables. Ok. Oh, le contre dynamique. Tout ce que tu veux, ça reprend bien les codes du jeu de baston. Alors quel est ton ressenti là? T'as dû... Là pour l'instant c'est pas mal. Je commence à me débrouiller. Bon, j'ai toute la moitié de ma vie, mais je vais essayer de finir le niveau en vie au moins. Et non, plutôt pas mal. J'ai pour l'instant juste du mal quand il y a les ennemis qui arrivent. J'arrive pas à voir s'ils sont déjà sur mon plan ou s'ils sont encore en train d'arriver. Mais sinon, non, le jeu est cool. Allez, une popo de soin. Et bah nickel, mange. Just in time. Moi j'essayais d'entendre les voix pour voir si je reconnaissais le persan. Ça me choque pas. Bon, en même temps, si on a les dialogues directs derrière, c'est un peu tac chargé pour briser la porte. Je sais pas si tu remarques les masques des ennemis. Ça ressemble un petit peu au masque de 300, je trouve. Ah ouais? Ouais. Ouais, si, oui, si, il y en a. Je suis d'accord. Mais j'aime bien, mais il a même. Lui est totalement modernisé, redesigné, je trouve. Enfin, c'est pas il ressemble pas exactement au Prince of Persia que je reconnais le personnage principal. Ça ressemble pas à Jack Gyllenhaal, mais... Ouais. Ouh là là. Ok, donc là c'est la version premier boss Dark Souls. En fait, tu te retrouves contre Ouais, un bah mec là c'est. qui a Ça devient violent. 5 fois ta barre de vie, et qui fait des grands mouvements et des grandes attaques de zone. Non. Alors, c'est peut-être un fight que tu es censé perdre. Hein. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça, parce que là j'ai l'impression que ça va être compliqué. Déjà, le mec fait 4 mètres quoi. Wow. Merde, je vais charger une attaque. Oh là là, Oh là 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 là. c'est terrible. Terrible. Ok, bon, ça se passe pas très bien. Hein. Non, mais si vous êtes venu pour du gameplay de pro, je suis désolé de vous décevoir. Voilà. Oh là là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ah, Oh là là, sur le fil. il se passe quelque chose. Ouais, mais bon. Attends, t'es mort là? Ouais, j'ai l'impression. Eh ben, Ah non, c'était pas terrible. moi Tu veux essayer? Non, non, vas-y. Hein. Moi, j'en regarde. T'as joué aux jeux à type Dark Souls et autres? Hein. T'as ce genre de Dark Souls, non. des gros fights comme ça, il faut apprendre à parer et tout. Oh là là. Je suis pas du tout bon sur le timing. Dark Souls, non. J'ai. Comment ça s'appelle Elden Ring, un petit peu. Ouais. Qui est, oui, du coup, très similaire en style de jeu. Mais je suis moins. Enfin, je me connais moins en tout cas sur Dark Souls. Finish. On a fini par réussir. Bon, le deuxième coup était le bon quoi. Mais je t'ai vu jouer un jeu Pinocchio qui avait l'air très marrant. Lies of Pi, Ouais, ouais. ça avait l'air assez cool, je trouve. par un studio coréen. Très cool. Je connaissais, enfin, j'avais jamais entendu parler et je sais pas, une adaptation de Pinocchio un peu différente. Ça change, c'est cool. Donc là, tu as une petite équipe de 7 personnages. Je sais pas si tu peux les sélectionner, s'il y a ils vont varier le gameplay avec ces différents persos. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que tu arrives à la capitale. C'est sûrement là que ça devient plus Oh, ça open. lag un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Ouais.
Mais c'est effectivement doublé en perse. Bon, en tout cas, si c'en est pas, j'aurais pas faire la différence. Ah, ça lag un peu moins. Ils ont pas encore utilisé les cutscenes. Yep. Par contre, les versions des lions perses et tout, on peut ça ressemble pas mal aux antiquités perses qui sont disponibles au Louvre. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir ces superbes salles, on retrouve effectivement les mêmes designs. C'est assez bien fait. Est-ce que tu penses qu'il y a un travail de recherche? Je sais que sur Assassin's Creed, c'est assez poussé en général, la oui, recherche ouais. historique. Ouais. Et ils ont voulu faire un truc assez immersif. C'est bien. Ouais. On sait pas si la coupe de cheveux par contre est réglementaire par rapport à la coupe de cheveux de la Perse à l'époque, mais d'ailleurs ils n'ont pas donné de. Je crois pas avoir vu passer de référence de datation. Je sais pas si tu as vu, s'ils disaient on est en Perse au 5e siècle, au 10e, en l'an moins 2000, moins 3000. J'ai pas vraiment vu passer de date. J'ai pas crois vu pas. de contexte historique. Par contre, j'arrive pas à leur parler. C'est-à-dire, je fais juste ça. Hein. L, left. Ouais. La gâchette peut-être. Ah oui, Ah. Ton nom inspire l'espoir chez les Perses. Ok, je pensais qu'il y aurait peut-être un truc où je pourrais échanger avec eux. Enfin, échanger de personnage. واقعا هزاران سرباز تو میدان نبرد مردن و دیگه آذوقه نداریم. پارس به سختی روی پاهاش ایستاده. به همچین موقعیتی میگی پیروزی؟ من اجازه دادم غرورم. یه جنگجو در سفرش همیشه وقتی دیگه چیزی تو مسیر باقی نمیمونه یه جنگجو. Tu remarqueras la petite animation, les persos clignent des yeux quand ils parlent et ils bougent légèrement. Ah ouais, oh là. Je l'avais pas vu, je croyais que c'était statique, t'as raison. Tu sais, c'est ces petits détails qui font que ça y est, on est. Ça vit quoi. Et c'est le reboot. Allez, on va prendre un verre. ممنونم. ولی مسائل alors, دیگه هست که باید مایه تبدیل شدن به جنگجویی بی‌نظیر و Sympa. به وهرام گوش بده. Ah voilà, donc là, ok, t'as un peu de tuto quand même là. Je découvre un peu la partie plateforme. Ok. C'est toujours bizarre d'aller vers la gauche. شاهزاده قسم رو بوده شده. Ah, سارقا چی؟ حتما باید هنوز تو کاخ باشن. رهبری و به عهده بگیر سارگان. آخرین بار تو باش صحبت کردی. باید شاهزاده قسان رو پیدا کنی. allez, let's go. Parcours. Alors, on va peut-être pouvoir sortir là. نگهبانان Non, bah là, si ça s'est passé dans le palais. Oui, mais pourquoi ils me remettent par là? Je pense que je. Ah oui, non, je vais rentrer par là. par exemple. Ah oui, d'accord, en fait. Pendant que t'étais. Oui, bon, c'est pas mal de trucs là. Ouais, et puis à mon avis, Entre deux phrases. le garde qui tenait Bah, la justement, porte. là, maintenant c'est nickel, je peux pouvoir passer. C'est moi ou les persos que t'affrontes sont un peu plus réactifs? Robuste, un petit peu plus. Ouais. Et t'as jamais l'option d'aller dans le fond du décor, là, si tu voulais passer la porte? Bah justement, j'essaie ouais. à Non, chaque c'est fois pas ça. d'aller vers l'avant, mais c'est que pour parler au perso. Cutscene. Ok, tu passes en mode Super Saiyan. Ok. Ok. Qualité X pour utiliser le premier éclat. Ok. Ah oui. Bonne ambiance. Et là ils sont. Ouais. Et là je m'accumule maintenant. Ok. Ça marche aussi quand tu tapes dans le vide, t'accumules aussi, non, c'est quand tu touches seulement. Non, je crois. Ouais, là ça fait rien. J'avais pas vu qu'il lance des trucs. J'arrive pas à chaque fois le pari, j'arrive pas à le. Je suis trop tôt, je pense. Ouais, ça va bien.
Derrière eux? Ah oui, derrière les... Ah oui, t'as raison. Pas mal. Bien vu. Ouais, quand même, les persos que t'affrontes offrent un petit challenge, quoi. Ouais. Ou alors je suis nul, hein. Il y a besoin d'un combo des deux. Ouais, Mince. Oh là là. Je l'aurais tenté un nombre de fois ce pari et pourtant en vain. Git good. Tu vas y arriver. Et alors, côté data, jeu Web3. Est-ce que ça fait partie des Bien sûr. gros sujets que vous regardez? Des gros sujets. Alors, moi je me penche à des secteurs en fait un peu par qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Il y a plein de. Enfin, si je me penchais sur tout ce dont j'ai envie tout de suite, j'aurais des années de travail, il y a tellement de choses à analyser. Et le jeu en fait partie et je pense que c'est un. Enfin, je suis assez curieux de voir comment ça grandit sur le prochain bull run, parce que je pense que là il y a pas mal de choses qui un peu se sont développées dans les dernières années, mais qui vont sortir le plus concrètement dans les prochains mois. Et ça me. Enfin, j'ai hâte de voir parce qu'en fait j'avais regardé un petit peu. En fait, moi personnellement non, mais j'ai des sociétés avec lesquelles je bosse qui s'intéressent à ça. Notamment une qui s'appelle Spindle, qui s'occupe de un petit peu tout ce qui est attribution et tout ce qui est référencement au niveau de Web3. Et voilà, donc ça. Parce que quand tu regardes quand tu vois un jeu où tu as des objets qui sont NFT, tu peux te dire ok bon bah il y a le temps d'users uniques qui en ont acheté un, qui sont transférés, qui se sont passés et tout. Donc tu as des idées de player base, mais en fait ça retombe sur un peu ton cœur de métier, quoi, sur analyser ce qui se passe sur des places de marché NFT ou des DEX, quoi. Voilà, c'est ça. Alors NFT, du coup, je regarde le secteur global, mais pas forcément encore sectionné dans ses différents utilisations. Je pense que ça va venir. Pour l'instant, le sectionnage n'est pas encore très clair aussi. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup de labeling manuel et il y a un peu d'interprétation parce qu'en fait il y en a qui sont des jeux, mais il y en a qui sont pas que des jeux, il y en a qui sont des crosses entre différents secteurs. Et je me suis pas encore penché là-dessus, mais c'est vraiment un secteur que j'aimerais pour le coup un peu développer en termes de data. Parce que quand tu vois donc tu as cette version, dire ok quand tu dis juste on observe les tokens du jeu, que ce soit des tokens non fongibles ou des tokens fongibles, tu retombes assez. Tu as quelque chose d'assez proche par rapport à des analyses classiques que tu peux être en train de faire sur des dashboards, quoi. Ouais. Existant. Et tu as quand on avait fait notre premier jeu Fully Unchained, de toute façon c'était chiant d'aller retrouver tout ce qui se passait, on avait du mal à maintenir les graphes, J'avais regardé. De toute façon c'était compliqué, quoi. J'avais regardé pour commettre je pense il y a 1 an et demi. On avait parlé un petit peu, j'ai regardé. Oula, mince. Prochain bull run, je pense qu'on aura pas mal de jeux qui seront fully on-chain ou qui sont sur leur propre app-chain. Ouais. Et qui vont mettre plus de choses on-chain, donc tu auras plus de choses à potentiellement analyser quand tu dis ouais, est-ce que c'est de la vraie activité ou est-ce que c'est des gens qui viennent juste farmer et tout. Tu dis bon bah en fait c'est des gens qui ont fait un trade, mais c'est aussi des gens qui ont fait 2-3 actions dans le jeu, qui sont revenus, qui ont refait quelque chose et tout. Ouais, t'as aussi C'est cool. la rétention de l'utilisateur, tout ça, il y a tellement de choses à analyser. Et il y a aussi donc en fait tout ce qui est NFT, moi ce que j'avais fait il y a 1 an, mais c'est pas possible. T'as une potion au pire. Ouais, je viens de réaliser. Tout ce qui est NFT, en fait, il y a eu un truc sur Ethereum avec toutes ces incentives il y a 1 an. Il y a eu pas mal de wash trading. Ouais. Et c'était encore mal labellisé. Donc j'avais fait une espèce un set d'heuristiques qui me permettait de les filtrer et qui était ensuite adopté par DeFi Lama, par The Block. Et du coup, c'est un premier travail où je suis assez fier, où je trouve que ça contextualise un petit peu mieux et en fait tu réalises que tu as beaucoup de... Le wash trading. Ouais, notamment c'était Luke Rare qui avait un petit peu démarré ça, mais tu avais X2, Y2 qui avait continué un peu là-dessus. Le seul truc c'est que en fait, les différentes blockchains fonctionnent différemment, notamment parce que même si elles sont toutes IBM, les frais de transaction sont plus faibles, ce qui fait que le coût de wash trading est moindre et du coup tu peux aller sur des stratégies plus complexes. Non mais c'est vrai, sur le Polygon en fait.
Tu voyais des stratégies complexes de wash trading? Bah, sur l'Ethereum, en fait, ça coûte cher Ouais. donc les gens vont faire des trucs simples. Mais si tu regardes sur des blockchains comme Polygon et tout, comme les gens peuvent se les transférer d'une wallet à l'autre indéfiniment, ça devient plus en plus difficile à traquer. Parce que les coûts pour eux sont moindres de wash trading en fait. Si c'est négligeable, ils s'en fichent. Enfin, t'as les coûts du wash trading qui sont liés à la chaîne, mais t'as Ouais. aussi les coûts qui sont liés à la plateforme dans laquelle tu wash, quoi. Oui, bien sûr. Et t'as différentes incentives qui fonctionnent différemment. Donc, Ouais. dans le sens où. Oh là là. Mais je pense que tu tiens le bon bout, hein, là. Tu le passes derrière à chaque fois et tu dis. Ouais, je pense que je vois pas comment les jeux qui se mettent avec beaucoup de choses on-chain peuvent ne pas avoir leur propre marketplace pour justement éviter les 2,53%. Ça rendrait ma vie plus facile. Voilà, mais tu as ces pourcentages de frais qui sont de toute façon liés à la plateforme que tu utilises pour distribuer ton secondaire et ton primaire. Mais tu as aussi de toute façon l'expérience utilisateur que tu as envie d'intégrer au maximum dans le jeu, quoi. Donc si tu veux avoir une secondaire sur ton jeu ou permettre les gens de faire des échanges parce qu'il y a une économie du jeu qui tourne autour de ça, tu vas pas leur dire de sortir du jeu pour aller sur Ouais, je suis OpenSea. Plus immersif si tout est intégré au sein de la même plateforme. Ça rendra ta vie plus facile ou plus difficile parce que là tu me dis Polygon, tu vas te dire LuxRare et LuxRare OpenSea sur Polygon. Tu as déjà énormément de tooling de data analysis qui sont sur Polygon et sur ces gros mastodons, quoi. Tu vois, nous on sort notre prochain jeu sur un L3 qu'on lance, qui est Muster. Je pense pas que Muster sera supporté par du Analytics Day One. Je pense pas, Et- mais j'aimerais bien, honnêtement, moi, Et tu n'auras pas le. Enfin, ouais, comment ça se passe est-ce que tu vas te palucher de dire ok voilà je vais prendre les contrats de référence, je vais faire mon propre graphe, faire mon propre truc. Alors, vas tu jusque peux, là où tu peux. Ça dépend en fait. Le problème de ça, c'est que soit tu te dédies à une analyse qui ne dure pas dans le temps Ouais. et que tu ne maintiens pas, Mhm. ou alors tu maintiens toute une pipeline et là c'est tout un autre Ouais, bien travail. sûr. En fait, moi, Toi ce ça qui te est- va de faire un gros extract et de dire vas-y je vais me débrouiller avec ça, quoi. Bah, c'est plus difficile. J'essaie de mesurer mon travail en fonction de quel est le temps que je vais passer là-dessus et quel va être un petit peu, je sais pas comment dire, mais l'intérêt pour ce projet. Et essayer de mesurer ce qui touche le plus. Bon, bien sûr, il y a des milliers de choses à analyser, mais tu vois, j'essaie de penser un petit peu là-dessus, de rendre mon analyse utile. Si jamais il y a peu de monde, qu'elle ne durera pas dans le temps et que je travaille beaucoup dessus, bah ça rend moins la chose attractive. Mais moi, idéalement, d'une à toutes les blockchains et tu peux analyser tout et en fait toute la pipeline et t'as pas à t'en soucier. C'est quand même un gros avantage d'être sur Dune, c'est que je peux me focus seulement sur l'analyse et la maintenance est honnêtement hyper minime. Ouais. Là où je sais pas si Dragonflight te dit en fait il y a ce jeu qui sort sur cette chaîne là, ils sortent leur propre chaîne et tout, on va commencer notre due deal et on a l'intention de mettre 100 millions dans la boîte. Là tu vas dire ok bon bah très bien je vais me passer un mois à faire un extract et faire un truc et tout ça, quoi. Oui, je vais Et ça peut travailler. être des choses que Dragonfly apporte post-investissement, genre ouais en fait on maintient aussi un pipeline de data pour vous et tout, quoi. Bah, il y a cette chose-là plus fréquente récemment où des sociétés souhaitent investir chez nous parce que notre portfolio support team, donc moi j'en fais partie, mais on a on a quelqu'un qui bosse sur les smart contracts, on a quelqu'un qui est plutôt sur le hiring et tout. Et en fait, ce qu'on apporte pour eux a une plus-value qui vaut le coup du coup d'investir, de nous avoir nous en tant qu'investisseurs plutôt qu'une autre société. Bien sûr. Et donc j'ai eu notamment des deals où j'ai travaillé après avec les sociétés pour que ce soit des stats en interne, que ce soit des dashboards privés pour eux, pour le monitor, parce qu'en fait, ce que tu vas mettre en public et en privé n'est pas forcément la même stat, parce que ce que tu veux monitor toi-même n'est pas forcément à intérêt global. Et donc oui, j'ai bossé avec des sociétés comme ça, alors que je sais pas trop s'il y en a que je peux citer là tout de suite, donc c'est compliqué, mais il y en a dans mes dashboards qui sont plus sectoriels, ce que j'adore faire moi, ou regarder un secteur entier, donc que ce soit le staking par exemple, qui a staké. Et bah on a des sociétés avec lesquelles on a travaillé dedans, pareil pour les NFT, tout ce qui est marketplace, pareil pour, D'ailleurs, sur le staking, il y a des insights qui ont pu te choquer quand tu as fait tes dashboards. Bah moi C'est quoi peut-être les
le plus gros ou la plus grosse découverte que tu as fait en analysant de la donnée où tu te dis, mais what the fuck, ce truc, ça devrait être tellement obvious. Et Bah, en fait, c'est un truc que je trouve fou, c'est Coinbase qui a dépensé beaucoup de fees sur Ethereum pour en fait avoir stacké que par 32 par adresse, plutôt que d'utiliser une seule adresse. Ah ouais. Et ça, c'était pour, pendant la première année et demie. Et en fait, ils ont dépensé plus de 1000 Ethereum juste en frais Mais ça servait à quoi d'avoir plusieurs déposits d'adresses? pour se cacher. Et en fait, sauf que Comme tout partait des Coinbase sur une des adresses, tu disais, mais... Et en fait, exactement, en fait, ils fondaient ça d'autres wallets qui étaient clairement Coinbase, qui étaient connus comme étant Coinbase. Et ils ont récemment transitionné pour un... Ils ont fork le contrat de Stakewise, qui est un autre staker. Ouais. Et en fait, pendant longtemps, on se demandait mais qui est ce contrat, parce qu'ils accumulent beaucoup d'Ether. Et en fait, ils commençaient à avoir pas mal de signes qui pointaient vers eux. Donc soit déjà pouvoir staker autant, il n'y en a pas beaucoup dans l'industrie qui peuvent avoir un tel inflow. Tu avais aussi l'outflow de leur wallet précédente qui correspondait pas mal à l'inflow là. Et en fait, plusieurs signes ont fait que ça Tu les pointait vers as ça. identifiés, quoi. Genre, Et donc, regarde. Donc du coup, je les ai tagués, j'en ai parlé sur Twitter. Et alors, pour une confirmation de Coinbase, c'est très compliqué, mais j'ai eu des confirmations non directes, Ok. si tu veux. J'ai ouï dire que ça correspondait pas mal à la vérité. Donc c'est cool, mais je me demande si je vais pas au-dessus peut-être. Stakewise ont une version, comment dire, ont une offre B2B et B2C de staking. Et la façon dont ça fonctionne, c'est avec des clés qui sont shardées avec un Horcrux qui gère ces différentes clés. Et je fais partie des mainteneurs de Stakewise. Donc je les connais bien, je trouve qu'ils font vraiment du super boulot. Oui, je suis d'accord. Ils sont assez discrets, mais ça tourne très bien, quoi. Et moi, ce qui est cool en faisant ce travail, c'est que je tisse des liens avec toutes ces sociétés qui sont dans l'écosystème. Donc je suis en lien avec honnêtement pas mal de sociétés qui me disent maintenant on a mis à jour notre un nouveau smart contract, est-ce que tu peux le traquer? Ça c'est pas, essayer de être le plus accurate possible, et c'est compliqué parce qu'en plus tout le monde a un système différent. Ouais. Donc essayer d'être un pied d'égal, c'est pas toujours facile, surtout que là qui vont me dire ouais mais est-ce que tu veux pas plutôt hardcoder qu'on a 100 000 Ethers? Bah non, je fais pas, sinon ça ruine tout le principe de la blockchain. Tu vois, c'est pas... En fait, la donnée est auditable et opposable, quoi. Ouais, Enfin, exactement. genre, regarde, en fait, elle est vraiment là, elle est là, quoi. Bah, mon but c'est que tu puisses auditer mon code et dire si jamais il y a quelque chose qui a pas de sens, parce que sinon pour moi ça ruinerait tout le principe même de cette data blockchain. Mais ouais, honnêtement c'est un des pour le coup le staking est un des secteurs que je maintiens le plus, et je sais que mon dashboard est très visité par toutes ces équipes et utilisé même pour des fundraise, pour eux, pour moniteur en interne comment ils font face aux autres. Et là du coup je m'intéresse au restaking pour voir un peu, essayer de comprendre un peu quelle est la traction. Est-ce que c'est que du farming, comment ça se passe? Bon, forcément il y a beaucoup de farming, il y a toujours beaucoup de farming, c'est plein de choses. Mais par exemple on n'a pas beaucoup de stats sur le staking natif de Eigenlayer. C'est encore très obscur, on a le chiffre actuel, mais on n'a pas forcément la rate de grandissement. Est-ce que ça fait un mois que tout a été staké? Ouais, tout ça, il y a très peu d'historique. Et donc j'essaie de bosser sur un dashboard notamment pour faire un peu plus contextualiser un petit peu plus tout ça dans le temps. Et en termes d'utilisateurs, combien est-ce qu'il y a d'adresses qui sont derrière tout ça. Donc voilà. Quand tu as regardé le staking, tu peux... comment ça... Il y a un chiffre qui m'intéresse, moi, de savoir combien de personnes se font du solo staking. Alors ça c'est un... Mais c'est très difficile à estimer. interpréter, quoi. Alors en fait, t'as plusieurs, Ok. plusieurs façons de... C'est le 6e game over de la partie, non? C'est Ouais, il y a déplorable, mon niveau de jeu est déplorable. Mais le staking, en fait, je suis à moitié sur la conversation, à moitié sur le jeu aussi, c'est pour ça. Mais ouais, en fait, il y a plusieurs approches. Déjà, tu as du white labeling, du black labeling. Ouais. Donc déjà,
commences là-dessus. Et après, tu peux essayer d'estimer en fonction de la behavior que tu vois. Ouais, C'est une adresse. les patterns de maintenance, les patterns Exactement. Donc, tu regardes les behaviors du validateur en disant ok, le validateur là il était offline à cette date-là, à cette date-là, à cette date-là, donc ça c'est les mêmes validateurs qui font le même truc. Tu vas peut-être pouvoir dire Oh là là. ce c'est qui, moi, je validateur-là sais il pas. était là, ce validateur-là il était là. Euh, Et tu le verrais aussi par les consensus, enfin les execution layer nodes, en disant, en fait même le fait de savoir la topologie du réseau, de dire il y a 10 000 nœuds, il y a 20 000 nœuds, il y a 100 000 nœuds. Là, si tu commences à dire il y a, je sais pas, il y a 400 000 validateurs, un ouais. truc comme ça, ça doit être ça l'ordre de grandeur. 800 000, je pense. Ouais. 800 000, ok. C'est-à-dire il y a 800 000 nœuds validateurs, il n'y a pas un execution node pour chaque nœud validateur. Exactement. En fait, tu essaies de tout prendre en compte, tout ce qui est possible, tout ce qui est déchiffrable. Donc, tu as aussi d'où vient cet Ethereum. Mm. Tu as pas mal de consensus là-dessus. Quelles sont les adresses de withdrawal? Mhm. Est-ce que ça va être une adresse très commune? Si jamais tout le monde utilise la même adresse, bah, soit c'est un protocole derrière tout ça, soit Ouais, c'est vrai que tu récupères les frais de staking sur une adresse spécifique, donc tu peux aussi dire ouais bon. Ça aussi d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font Coinbase? Est-ce qu'ils s'envoient les fees sur la même adresse ou ils les redistribuent sur une autre? Ça change en fait. Ils changent leur système tous les 6 mois et moi ma Toi tu théorie, les retags. ma théorie c'est quand même que ouais, c'est pas mal pour essayer d'offusquer toutes leurs adresses. Un des trucs que j'utilise, c'est qu'ils ont leur rapport public tous les 3 mois où ils disent combien ils ont d'Ether stakés. Et là tu dis bon bah ok, il me manque X%. Où est-ce qu'il pourrait être? Qu'est-ce qui correspond à ce X% manquant? Et en fait c'est du slushing un peu intéressant où en plus tu peux avoir d'autres équipes qui sont intéressées par toutes ces datas, forcément. C'est cool, mais t'es pas aidé. Parce que eux, dans leur intérêt, forcément, c'est de surtout pas que ce soit disclose, en tout cas pas rapidement. Mm. Et au pire, le jour où c'est disclose, bah, ils vont changer leur système pour que maintenant les nouveaux Ethers, bah, c'est encore, faut recommencer le travail de A à Z. Et t'as je sais pas, bon, évidemment, peut-être que Dragonfly a beaucoup d'actions chez Coinbase, donc ça justifie que tu passes beaucoup de temps dessus, ou peut-être pas. Non, pas du tout. Non, C'est plus de la compréhension de honnêtement, comment, honnêtement, beaucoup des choses que je fais sont juste drivées par moi qui suis intéressé et qui Coinbase, tu vois, ce qui manquait, c'était 4% de tous les Ethers stakés, ce qui est énorme Ouais. et qui pour moi en fait représente c'est assez gros pour justifier que- nécessiter cet intérêt. Tu dirais que ça représente combien aujourd'hui les solo stakers sur Ethereum, en pourcentage du total? Genre, Alors- si on dit il y a 100% des Ethers stakés, c'est 800 000 validateurs. Quelle proportion sont ces 800 000 et du solo? Moi je dirais autour de 5%. 5%, waouh. En fait, tu avais Rated, je sais pas si tu connais Rated.network, Non. qui est une société donc d'analyse au niveau node operator. Donc voilà, qui se focus en fait sur le staking et les stats. Oh non, non. Toi, t'as esquivé la grenade, quoi. Au niveau node operator. Et ils avaient estimé du coup en mai que ce chiffre était à 5 ou 6%. Putain, et je sais pas si tu joues vraiment mal, ou si la conversation est trop prenante, ou si le jeu est vraiment trop dur. Je pense que En tout cas, si c'est un mix des trois, c'est pas mal, quoi. Il y a je quand même pense un que c'est challenge, vraiment quoi. un mix des trois. Et là, je vais me retaper la grenade. Et pourquoi ça avait baissé, d'après eux? C'est que le requirement en termes de hardware était plus élevé, ou en C'est- fait, il y avait plus C'est de l'attraction en fait Ouais. des autres protocoles qui fait que maintenant il y a des en fait, tu gagnes t'as des incentives qui souvent font que ton reward est plus gros et du coup en tant qu'utilisateur malheureusement souvent c'est pas le côté forcément idéologique qui prend mais le côté combien est-ce que je peux me faire Ah, au tu veux final. dire que c'est plus facile d'avoir des airdrops de restaking sur un exchange qui te fait le staking pour toi que de te palucher toi-même, quoi. Exactement Ouais, et mais là, après, ça va contre ce que Ah, le mais- restaking veut amener directement, quoi. en fait Genre s'ils distribuent 100% de leur, enfin 80% de leur reward à des exchanges qui apportent un tout petit peu d'infra, salut, quoi. Plutôt que l'apporter à plein de... tu sais, t'as beaucoup de choses qui sont. T'as le côté c'est joli, c'est petit. idéologique Ouais. et le côté la réalité des choses souvent. La réalité des choses est très différente parce que les utilisateurs sont incentivized différemment. Et surtout, tu vois, t'as une trend récemment du
si tu regardes les Layer 2 qui ont accumulé énormément de TVL récemment, en fait, c'est pas forcément les Layer 2 qui sont le plus poussés techniquement, mais c'est celles qui ont des grosses incentives. Et du coup, je pense que tu as beaucoup aussi de gens qui parlent d'idéologie et tout, mais qui derrière vont participer totalement à tout ça parce que quel est leur but? Il est aussi souvent financier. Ah, l'arbre de vie, c'est full life. تو اینجا چی کار می‌کنی؟ Mais là où je trouve qu'il y a un manque aussi important, c'est la facilité d'accès de la participation pour un kidam, quoi. Tu vois, genre installer Get, c'est pas très compliqué, mais quand même le faire tourner, ça te demande au minimum 32 Go de RAM et 2 Tera en SSD. Mais je suis d'accord, mais est-ce que, Si t'as pas, est-ce que tu représentes la majorité en termes de savoir technique, de connaissances techniques, même si je suis Ouais. d'accord, hein, je suis totalement d'accord avec toi, mais je ne sais pas si la majorité des utilisateurs sont dans le même bucket. Ouais, mais déjà si tu commences à te dire pour l'utilisateur qui a 32 Ethers, enfin pour l'utilisateur qui sait comment ça marche, qui sait comment ça se passe et qui se dit déjà c'est trop compliqué, là tu as un problème, quoi. Bah oui, c'est ça. C'est ça, après, moi je suis d'accord avec toi, de toute façon je suis... Sur une autre façon de l'approcher, c'est de dire je vais convaincre Free, Bouygues ou Orange de mettre un Dapnode dans sa box, quoi. Genre en fait, tu sais, ton abonnement internet il coûte 30 €. Attention, non, en fait il coûte 20 € si tu acceptes de mettre ce truc là. Et là en fait tu augmentes. Je sais pas pourquoi une chaîne n'a pas dit, c'est pas dit en fait pour la distribution des nœuds, histoire d'être vraiment décentralisé. Je vais m'associer à un fournisseur d'accès internet qui distribue des box. Et comme ça je vais Ça vous serait mettre. intéressant comme développement. Mais il faut que tu aies un protocole qui profite dans même sa performance d'être décentralisé, quoi. Ouais, mais c'est pareil, est-ce que tous les protocoles ont pour but à être le plus décentralisé possible, ou est-ce que leur but est juste d'avoir le plus grand TVL possible et juste Ouais. de prendre du pouvoir tu vois, en fait, t'as ce que je te dis, ce truc entre l'idéologique et la réalité des choses qui n'est pas forcément toujours aligné. Tu vois, enfin, côté data, enfin, tous les protocoles qui vont vouloir répliquer de la data ou garantir leur disponibilité ou garantir des propriétés autour de la data, il y a un bon alignement, je pense, dans la décentralisation, dans la réplication de la décentralisation. Non, Ouais. en fait, Mais après, sur je suis l'exécution, en totalement revanche, d'accord c'est avec clair que 21 nœuds, c'est suffisant. Regardez EOS, on fait 21 et c'est cool, quoi. Je suis d'accord avec toi pour tous les protocoles presque sont alignés là-dessus. En fait, je pense que c'est pas forcément les protocoles, mais plus les utilisateurs qui ne le sont pas tous. Ouais. Et c'est là où du coup un petit protocole qui lui ne l'est pas totalement peut prendre de l'ampleur parce que il va avoir plus de facilité grâce à des incentives et tout à attirer du monde. Mais moi je suis beaucoup plus intéressé, je suis d'accord, par tout ce côté décentralisé, ce côté. C'est pour ça que je suis venu dans le Web3 à la base. Et honnêtement, c'est le futur qui m'intéresse le plus. Je pense que ça vaudrait le coup qu'après 48, 44. Bon, après le Dank Sharding, la 4.8.4.4 4.8.4.4, la fondation s'intéresse aussi, ou la partie recherche d'Ethereum s'intéresse aussi un peu à comment tu peux plus incentiviser les solo stakers. Ouais. Mais j'ai l'impression que t'as vraiment pas beaucoup de vie en fait. Hein. Tes 3 petits carrés là, ils se. Peut-être que j'ai fait un mauvais choix en allant pour héros en mode de difficulté. Ah, t'es au niveau de difficulté max là? Non, pas max. Non. Loin de là. Mais je suis à 3 sur 5. Peut-être que c'était trop haut. En général, je suis plutôt middle. Donc je me suis dit, je vais monter un peu. Alors, juste pour finir sur le staking, parce que moi, le sujet m'intéresse énormément. Donc, comme tu as pu le remarquer, quand tu fais le bilan, donc, il y a 5% d'Ether qui sont stakés par des solo validateurs. Il y a 800 000 validateurs, donc il y a 800 fois 32 000 qui est at stake. Ouais. Donc ça fait un truc comme 25% des Ethers en circulation. Exactement. Ouais, on va bientôt passer les 25%. Donc coup, ça, comment tu interprètes ça sur la liquidité de l'Ether qui est disponible sur les exchanges pour un trade? Je veux dire, ok, en fait, il y a 25% de ces Ethers qui sont at stake, il y a X% des Ethers qui sont sur des exchanges.
mais il y a aussi des Ethers qui sont sur les exchanges et a priori at stake sur l'exchange. Ouais. Est-ce que tu sais dire si les exchanges t'exposent une volatilité, t'exposent une liquidité des Ethers qui est en partie fragmentaire, puisque ils te vendent aussi potentiellement des Ethers qu'ils ont stakés? C'est une bonne question. En général, maintenant, les exchanges ont leur distinction entre leur Ether staké et leur Ether non staké. Donc tu peux trader, il me semble, hein, sur Binance et Coinbase, tu peux avoir du CB ETH et du BU ETH. Enfin bref, les Ethers stakés de Binance et de Coinbase, et en tout cas tu peux les retirer comme ça. Mais en fait, c'est pas toujours très clair à 100% qui fait quoi, parce qu'ils n'ont pas, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas forcément intérêt à montrer que ce soit, eux derrière tous ces Ethers. Il y avait quand même eu quelques initiatives après les atermoiements qu'on a eu sur Binance, sur FTX et tout ça, de dire en fait on voudrait faire une proof of custody, de dire en fait voilà combien on a effectivement d'Ether, regardez. J'aimerais beaucoup ça. justement, en fait, là, un des trucs sur lesquels j'ai bossé récemment, c'est labeler toutes les adresses que je trouve d'échange. Donc là, j'en ai environ 2000. Et en fait, les pousser à disclose plus souvent leurs adresses, parce qu'en fait, même avec tout ce qui s'est passé avec FTX, et du coup, le fait de disclose d'adresses qui est devenu plus demandé, je pense, par la communauté. Ouais. Voilà, Bon. mais c'est joli, c'est sympa cette nouvelle mouture. Ça fait plaisir de revoir cette saga des Prince of Persia repartir après 14 ans d'absence. À peu près. Bah, très cool. Bah, à Merci bientôt beaucoup. pour un nouvel épisode et puis très prochainement avec toi pour un épisode de Spicy Blockchain. On va se faire Trop cool. quelques nuggets, des sauces épicées et on va rentrer un peu dans le détail des données alors. Trop bien. Ça me va. Merci à tous, merci pour votre attention. Merci beaucoup. À bientôt.